Des nouvelles vraiment urgentes. La Russie a déjà commencé à faire ouvertement la guerre à l'Europe. Vladimir Poutine a réuni les services secrets et les militaires lors d'une réunion secrète et leur a donné pour mission, pour l'année 2026, de faire s'effondrer l'OTAN et l'UE de l'intérieur. Le chef du ministère des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, a immédiatement déclaré que la Russie, je cite, durcira nettement ses méthodes pour détruire l'infrastructure militaire occidentale et les usines qui aident l'Ukraine. L'idéologue de Vladimir Poutine, Alexandre Douguine, a publiquement appelé à préparer le pays à une guerre nucléaire avec l'Occident et à redistribuer la population de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et voici une coïncidence intéressante, entre guillemets. En 3 jours, 2 usines militaires ont mystérieusement explosé dans l'Union européenne, directement liées à la fourniture d'armes à l'Ukraine. Et pour la 2e fois depuis le début de l'été, des chasseurs de l'OTAN ont abattu un drone au-dessus de la Lettonie. Alors que la Suède, qui pendant des décennies a été à la tête du mouvement pour le renoncement total à l'arme nucléaire, a déjà publiquement évoqué la possibilité de posséder ses propres armes nucléaires, comprenant bien qui est son voisin borné. Et tout cela se passe justement sur fond d'escalade de la rhétorique du Kremlin lui-même en faveur d'une guerre ouverte avec l'Europe. En général, dans cet épisode, analysons chaque fait dans l'ordre et mettons tout au clair. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors le New York Times écrit aujourd'hui qu'en décembre 2025, Vladimir Poutine a convoqué une réunion d'urgence avec les forces de sécurité et les services spéciaux et leur a demandé de s'occuper de l'effondrement effectif de l'OTAN et de l'UE de l'intérieur. Et selon le New York Times, la tâche de faire s'effondrer l'OTAN et l'UE de l'intérieur est aujourd'hui mise en œuvre au moins dans 2 directions. Premièrement, à partir de cet automne, Vladimir Poutine pourrait tenter de diviser l'OTAN et de tester la détermination des membres de l'Alliance à se défendre mutuellement en lançant une attaque limitée contre l'un des pays. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le renseignement américain. Selon ses estimations, la gamme des menaces varie d'une cyberattaque à une tentative d'occupation à l'aide de groupes armés non identifiés, c'est-à-dire les petits hommes verts, jusqu'à une invasion limitée d'un pays sur le flanc est de l'OTAN. Le deuxième axe. Le deuxième, c'est la déstabilisation de la Moldavie. Selon le New York Times, elle occupe une place centrale dans les efforts de Moscou pour saper l'Union européenne et l'Alliance atlantique. Comme l'ont indiqué des représentants des services de renseignement occidentaux, dans la hiérarchie des priorités du Kremlin, la conquête et la prise totale de l'Ukraine restent en première position. Et en deuxième position vient l'établissement du contrôle sur la Moldavie, car celle-ci occupe une position stratégique, partageant une frontière avec l'Ukraine d'un côté et avec les pays de l'Union européenne et de l'OTAN de l'autre. Et la déstabilisation de la Moldavie par la Russie deviendrait une base pour une agression ultérieure contre l'Occident. Et voici déjà des exemples concrets de déstabilisation de la Moldavie. En mars, une frappe contre une centrale hydroélectrique ukrainienne. Une frappe contre une centrale hydroélectrique ukrainienne près de la frontière avec la Moldavie a entraîné la contamination de l'approvisionnement en eau sur une vaste zone des 2 pays. Ensuite, des drones russes ont frappé dans l'ouest de l'Ukraine une ligne à haute tension par laquelle la Moldavie reçoit jusqu'à 70% de son électricité, ce qui a provoqué une coupure de courant massive en Moldavie. Et voici l'inspecteur général des forces armées allemandes, le général Carsten Breuer, a confirmé que dans les pays de l'OTAN, je cite, « des attaques hybrides se produisent chaque jour, surtout sur le flanc Est ». Selon lui, la Russie organise de plus en plus d'opérations dans la zone grise, dans le but de déstabiliser les gouvernements et institutions européens, et utilise systématiquement des drones pour repérer les points faibles. Selon lui, malgré la guerre en cours en Ukraine, la Russie réoriente déjà son économie et ses forces armées, se préparant à un conflit plus vaste avec l'Occident. Un détail sur la façon dont cela fonctionne concrètement est également révélateur. Un agent des services de renseignement d'un des pays baltes a déclaré à Reuters que les militaires et les services spéciaux russes
planifie une éventuelle attaque mise en scène en utilisant des drones de fabrication ukrainienne. Et ce qui inquiète l'agent de renseignement, ce ne sont pas tant les conséquences possibles d'une telle mise en scène, mais plutôt le chaos politique qu'elle pourrait provoquer au sein de la direction de l'OTAN. Par exemple, lorsque les pays européens et les États-Unis se disputeront s'il faut réagir à l'incident et si oui, comment réagir. Et dans ce contexte, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Seryoshka Lavrov, a ouvertement déclaré que la Russie allait intensifier ses attaques contre l'Europe. Voici sa citation. Nous rendrons nos propres méthodes beaucoup plus dures pour détruire tout ce qui alimente la machine de guerre de Kiev depuis l'Occident. Et nous le faisons déjà. Il commence déjà à gémir. C'est précisément pour cela que de plus en plus de voix s'élèvent de différents coins de notre espace commun, appelant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais cela n'arrivera pas dans un avenir proche. Eh bien, la justification de l'élargissement de la guerre par Lavrov ressemble presque à l'appel d'un sectateur. Vous savez, c'est comme un appel religieux pour que tout le monde se lève et parte à la guerre sainte. Encore une fois, une citation de Sergueï Lavrov. Si nous nous arrêtions soudainement sur la ligne de contact maintenant, nous permettrions en fait d'effacer l'exploit de nos grands-pères et arrière-grands-pères qui ont vaincu le nazisme. C'est même impossible à envisager. Il s'agit de notre responsabilité envers l'histoire millénaire de l'État russe. En même temps, il a reconnu qu'en raison de la guerre à grande échelle, qui en est déjà à sa 5e année, des gens souffrent et meurent en Russie même. Mais il faut mettre fin aux actions militaires uniquement lorsqu'il y a, je cite, un règlement à long terme, fiable et durable. Comme si, les Ivans russes crèvent pour une cause sacrée. Pas pour rien. La défense d'une histoire millénaire inventée par Vladimir Poutine. Autrement dit, vous comprenez, en Russie, on construit maintenant une idéologie sur le fait que oui, c'est difficile, oui, vous mourrez, oui, les Ivans russes meurent, oui, les milieux d'affaires, les oligarques, oui, seront isolés, mais au moins, nous nous battons pour l'histoire millénaire de l'État russe sale. C'est intéressant que Lavrov, vous savez, lui, bien sûr, il fait le fier, il bombe le torse, mais ensuite il s'est un peu calmé et il a noté que la Russie ne pose pas d'ultimatum aux États-Unis concernant la transmission à Kiev de données de renseignements pour des frappes en profondeur sur le territoire russe. Au lieu de cela, le ministère des Affaires étrangères a envoyé au département d'État américain des questions appropriées, du genre « Dites-nous, est-ce que vous leur donnez vraiment des renseignements ?» Il s'agit du fait que les États-Unis transmettent des renseignements pour des frappes contre des cibles en Russie. Et vous savez, on prépare clairement idéologiquement les Russes au pire. La déclaration la plus excentrique, et en même temps la plus révélatrice de la journée, vient de l'idéologue du monde russe, Alexandre Doubine, que les médias occidentaux appelaient le mentor du président russe. Donc selon Douguine, la guerre avec les pays occidentaux n'est pas simplement probable, elle est presque inévitable, et sa transformation en guerre nucléaire est très probable. Voici sa citation. Les mégapoles russes, où se concentre toute la vie, toute l'industrie, toute l'économie, deviennent une cible de choix pour des frappes ciblées. C'est pourquoi il faut une dispersion immédiate et massive de la population des villes, en particulier des mégapoles. Ensuite, il y a une déclaration carrément surréaliste. Selon Doubine, les personnes qui possèdent leur propre terre, je cite, ont nettement plus d'enfants qu'en ville. Donc, selon sa logique, il faut d'urgence emmener les femmes russes des grandes villes vers les villages pour qu'elles y soient fécondées et qu'elles donnent naissance à plus d'Ivans pour la future guerre. Vous comprenez en quoi cette Russie s'est transformée ? Il dit littéralement « Écoutez, les Ivans russes meurent comme des mouches à la guerre. Pour la future guerre, il faut de nouveaux Ivans russes. Donc, prenons les femelles, les femmes, et emmenons-les dans les villages. Là-bas, qu'elles soient fécondées et qu'elles y accouchent. Parce que les statistiques montrent qu'elles y font plus d'enfants. » C'est pas moi qui l'invente, c'est Douguine qui le dit. Voici une autre de ses citations. « Il n'y aura plus de grandes villes. Ni Moscou, ni Saint-Pétersbourg, ni Yekaterinbourg. Les gens iront vivre tranquillement à la campagne. Et les immeubles de grande hauteur, on peut les transformer en fermes. Par exemple, pour le minage de bitcoins. Que les ordinateurs et les robots y vivent. Si vous pensez que ça s'arrête là, eh bien non. » Auparavant, ce même Douguine appelait à considérer les membres des forces de sécurité comme des envoyés de Dieu.
Il affirmait que des appareils ménagers conçus en Occident, y compris les moulins à café et même les prises électriques, surveillent les Russes en Russie. Et après les frappes de missiles d'Oreshnik contre l'Ukraine, il appelait tout le monde à se faire baptiser d'urgence à cause de la fin du monde imminente. De plus, en mars 2026, il appelait à renforcer le contrôle de l'État sur la population et demandait aux gens d'accepter leur souffrance comme inévitable. Voici sa citation. Nous, les Russes, avons toujours souffert dans l'histoire. C'est notre destin. Nous sommes un grand peuple. Et si l'un d'entre vous a été traité injustement, c'est seulement pour l'humilité et pour la gloire. Donc vous comprenez, il dit, écoutez, oui, certains sont mobilisés, certains sont envoyés, jetés à la guerre, et tous les Russes servent les intérêts de Poutine. Juste? Non, c'était pas juste. Mais écoutez, c'est notre destin. Nous devons souffrir et agir pour le bien du tsar. De plus, en juillet, ce même Douguine proposait de mobiliser sur le front les moscovites vivant paisiblement aux étangs du patriarche, les comparant à des fourmis. Et il affirmait que la Russie menait une guerre populaire sacrée contre l'Occident, qui pourrait se terminer par la fin de l'humanité. Mais pour l'instant, comme vous le comprenez, ce n'est que de la rhétorique. Mais le plus effrayant est ailleurs. Dans la réalité, les conséquences de cette idéologie sauvage se font déjà sentir. Sur fond de menaces de Sergueï Lavrov, 2 usines militaires liées à l'Ukraine ont explosé en Europe. En particulier, une explosion s'est produite à l'usine KNDS Amo Italia en Italie. Cette entreprise appartient au groupe de défense franco-allemand KNDS, qui fournit à l'Ukraine des centaines de systèmes de combat, y compris des chars Léopard 1, Léopard 2 et des canons automoteurs César, Panzer Haubitze 2000, véhicules blindés, AMX-10 RC, des canons antiaériens Gepard, et ainsi de suite. L'usine près de Rome en particulier produit des munitions de moyen et gros calibre pour les forces terrestres et navales. Et donc selon l'agence italienne ANSA, l'explosion s'est produite dans l'atelier de pressage de la poudre et la cause de l'explosion n'a pas encore été déterminée. Mais le fait est que c'est déjà le 2e incident similaire en 3 jours. Un peu plus tôt, le 10 août, un incendie s'est déclaré sur le site de l'entreprise Emco, près du village de Belitsa, en Bulgarie. C'est une entreprise qui fournit des munitions et des armes à l'Ukraine depuis 2014. Le feu, qui aurait commencé accidentellement dans un camion, s'est propagé à un entrepôt de munitions, provoquant ensuite une détonation. Et c'est ici qu'un contexte historique est nécessaire, qui augmente considérablement le degré de suspicion concernant ces explosions. Les autorités bulgares avaient déjà enquêté sur toute une série d'explosions dans des sites de l'industrie de la défense. Énumérons-les. En 2011, une explosion a eu lieu dans un entrepôt à Lovnidol. En 2015, dans des entrepôts à Iganovo. En 2020, sur un site à Moglige. En 2021, le parquet a annoncé des soupçons concernant l'implication de 6 citoyens russes dans ces incidents. 2 explosions plus anciennes, dans les entrepôts d'Emco près de Karnabat, ont également fait l'objet d'une enquête, déjà après le début de la guerre à grande échelle. Cela s'est produit le 31 juillet 2022 et le 25 juin 2023. Autrement dit, la Russie organise systématiquement des sabotages avec des explosions précisément dans les usines qui fournissent des armes et des munitions à l'Ukraine. Cela s'inscrit parfaitement dans la stratégie que Vladimir Poutine a tracée pour ses services spéciaux, à savoir essayons de déstabiliser l'OTAN et l'UNRWA de l'intérieur, et tentons de les faire s'effondrer de l'intérieur. Parallèlement, dans la nuit du 14 août, un drone a pénétré dans l'espace aérien de l'OTAN, au-dessus de la Lettonie. Les forces armées nationales ont signalé une menace dans 4 régions frontalières avec la Russie et la Biélorussie. Pour intercepter l'appareil, l'OTAN a fait décoller son aviation. Les chasseurs des Alliés ont réussi à abattre ce drone. Il est également révélateur que le drone soit apparu dans le ciel letton sur fond d'une attaque massive contre la région de Leningrad en Russie, au-dessus de laquelle, selon le gouverneur local Drozdenko, 54 drones ukrainiens ont été abattus dans la même nuit. Mais ce n'est déjà pas le premier cas de ce genre, car des chasseurs de l'OTAN ont abattu un drone au-dessus de la Lettonie le 8 juin, et le 19 mai, ils en ont abattu un au-dessus de l'Estonie. Et voilà que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a qualifié la réaction de l'Alliance à de tels incidents de calme, déterminé et proportionné. Et enfin, le dernier mais sans doute le plus révélateur changement dans la rhétorique des Européens, c'est le débat nucléaire en Suède.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Suède, qui maintenait sa neutralité depuis le début du XIXe siècle, a soudainement adopté un programme nucléaire, prévoyant la construction de centrales nucléaires, capables, si nécessaire, de produire du combustible pour des bombes. Mais le programme a été abandonné dès 1968, et par la suite, la Suède est devenue l'un des leaders mondiaux du mouvement pour l'abandon total des armes nucléaires. Mais après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et les menaces nucléaires constantes de Moscou, tout a changé. Et la Suède non seulement a rejoint l'OTAN en 2024, renonçant ainsi à sa neutralité, mais en plus les hommes politiques discutent désormais de la possibilité d'une protection nucléaire contre l'agression russe. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré qu'il craignait beaucoup que les États démocratiques puissent renoncer à leurs armes nucléaires, tandis que les dictatures, au contraire, les conserveront. Voici la citation. Pensez-vous qu'il vaudrait mieux que la Russie reste seule dans notre région avec des armes nucléaires ? Cela ne rendra pas le monde plus sûr. Il y a à peine une décennie, la Suède se présentait comme une superpuissance humanitaire, plaidant à l'ONU pour l'interdiction totale des armes nucléaires. Mais depuis, elle a refusé de ratifier cette même interdiction et au printemps de cette année, elle a déjà conclu un accord avec la France sur la coopération en matière de dissuasion nucléaire. Le ministre de la Défense, Paul Jonsson, a déclaré qu'il n'y avait bien sûr, pour l'instant, aucun projet de déploiement d'armes nucléaires sur le territoire suédois. Mais en cas de guerre, le gouvernement doit envisager toute option qui pourrait assurer la survie de la Suède. Et de plus, le chef du deuxième plus grand parti au Parlement, Jimmy Åkesson, du Parti des démocrates suédois, est allé encore plus loin et a appelé à relancer ce même programme nucléaire et à envisager la création de une bombe nucléaire suédoise. En février de cette année, le rapport annuel du service suédois de renseignement militaire et de sécurité a désigné la Russie comme la principale menace militaire pour le pays, en soulignant que le comportement de plus en plus risqué de Moscou pourrait provoquer une escalade dangereuse. Il convient également de noter que le soutien public à l'arme nucléaire en Suède même reste faible pour l'instant. Selon un sondage Novus réalisé au début de cette année, seuls environ 17% des Suédois soutiennent le développement de leurs propres armes nucléaires, tandis que 68% s'y opposent. Le niveau de soutien est plus élevé pour l'idée de déployer des armes alliées sur le territoire suédois. Ici, 41% sont pour et 55% contre. Les autres sont indécis. Mais le fait est que ces Russes sauvages, ils ont tellement fini par exaspérer tout le monde qu'ils poussent même le pays le plus neutre d'Europe à envisager de créer des armes nucléaires pour se protéger de ces mêmes Russes sauvages. Autrement dit, cette tribu de barbares qui se trouve au nord de l'Ukraine, ils énervent vraiment toute l'Europe maintenant. Les Russes, bien sûr, en sont fiers. Autrement dit, les barbares sont fiers que tout le monde civilisé dise « Mon Dieu, il faut vraiment se tenir à l'écart de ces sauvages. » On me dit « Vous voyez, ils ont peur de nous. » Ha, vous avez vu ? Je sais qu'une partie des Russes regarde quand même mes émissions. Il vaut mieux qu'on soit fier de vous, plutôt que d'avoir peur de vous. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.